Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers Marc, je me permettrai de commencer mon exposé par quelques escarmouches lexicales qui vont nous situer dans le contexte que nous lirons. Et je commencerai d'une manière très formelle par le Trésor de la langue française qui nous propose ad vocem une définition et des bons exemples dont deux sont d'emblée métaphoriques. Prenons cette définition. Escarmouche, art militaire, combat localisé et de courte durée entre éléments isolés ou détachements ennemis. Elles peuvent être vives, escarmouches, rudes, légères, furieuses. Quand on passe aux exemples, eh bien, nous avons des exemples au commencement. Il faut attendre un exemple militaire de Charles de Gaulle, mais en première page, il n'y a que des exemples métaphoriques et notamment de haute rhétorique. Le premier, Hippolytaine, nous dit que, comme assaisonnement, on rencontre quelquefois de petites piques, des escarmouches de société et, outre cela, des bons mots, des plaisanteries, des anecdotes, de petites histoires vives et gaies. Et si on va du côté de quelqu'un qui vous est cher, c'est pourquoi je le cite, Chateaubriand, il y a évidemment un trait un peu plus vif, mais toujours dans une rhétorique très contrôlée. Je repris ma polémique. J'avais chaque jour des escarmouches et des affaires d'avant-garde avec les soldats de la domesticité ministérielle. Ils ne se servaient pas toujours d'une belle épée. Vous voyez, là, on est en plein sujet. Entre la guerre et la paix, il y a donc un terrain vague, une zone de contact où l'économie de la guerre, comme vous venez de l'évoquer, demande de faire voir plutôt que d'engager. De sorte que l'escarmouche se présente souvent comme un appareil aussi bien militaire que rhétorique, d'une rhétorique visuelle et aussi verbale. Mais si nous passons de l'autre côté de la frontière linguistique, mais nous avons une période d'Ancien Régime où il n'y a pas vraiment de frontières, c'est-à-dire si on prend le grand dictionnaire de la langue italienne, qui a comme nom le Battaglia, 22 volumes immenses, eh bien ce grand dictionnaire nous offre sous l'entrée scaramuccia et ses dérivations, scaramucciante, scaramucciare, scaramucciata, substantif, scaramucciatore, non seulement toutes les variétés militaires évoquées par le Trésor de la langue française, mais aussi et surtout une série d'exemples. Alors, écoutez les auteurs, de Savonarole à Bandello à l'Arétin, au cœur du XVIe siècle, qui témoignent abondamment du registre érotique, voire même obscène, du terme. J'aurais bien aimé commencer par l'Arétin, mais il y a quand même des limites de discrétion et donc je suis obligé de me contenter de Savonarole et de Bandello. Je le lirai en italien parce qu'il faut savourer ce lexique érotique même dans la bouche d'un grand prédicateur. Alla impregnazione molto giova il sonno fatto dalla donna dietro tal scaramuccia. Bandello. Risero tra sé, pur assai le donne, della sciocchezza della sposa. Cette épouse montre être un peu ingénue e ci furono di quelle a cui le veniva la saliva in bocca e avrebbero voluto essere state in quella scaramuccia, stimando una eccellente e gran vittoria
l'essere state vinte et soggiogate. Il y a évidemment dans le domaine érotique des batailles qu'il vaut mieux de perdre. Et je ne peux pas vous citer l'Arétin parce que, évidemment, son érotisme obscène ne serait pas bien représenté dans cette salle. Mais cette parfaite coïncidence lexicale entre le lexique de la guerre, les arts rhétoriques, les arts de l'amour nous portent nécessairement, et dans le dictionnaire italien, l'autre entrée suit exactement ce que je viens de vous citer. À la fin de ces quelques colonnes, je ne vous lis pas, scaramucciatore, etc., nous trouvons un autre scaramuccia dont l'importance n'est pas moindre. Cette coïncidence entre le terme qui désigne l'une des actions militaires et l'un des personnages célèbres de la commedia dell'arte est à souligner. Terme théâtral, maschera italiana della commedia dell'arte, di origine napoletana, che ripropone il modello del soldato millantatore, le miles gloriosus, e poltrone già presente nella commedia antica. Il portait la guitare au lieu de l'épée et fut très célèbre au temps de Tiberio Fiorilli, son plus grand interprète, qui devient en France Scaramouche. Scaramuccia à Naples, Scaramouche en France. Ce qui fait que, en arrivant à la cour de Louis XIV, il porte l'héritage même lexical de la tradition italienne, mais les deux termes se distinguent néanmoins. D'un côté, Scaramuccia, les deux, militaire et personnage de la comédie de l'art, mais d'autre côté, en France, escarmouche et scaramouche. Cette coïncidence que l'italien accentue et que le français n'évoque que sous forme allitérative, sur laquelle du reste nous reviendrons, nous conduit à une première remarque, mais essentielle, que vous avez citée en ouverture de notre colloque, quant au fond des termes qui lient la guerre et la paix. À savoir, la guerre et le théâtre se présentent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime tout à fait ensemble. Et je n'évoquerai ici que quelques termes d'art militaire où le théâtre est absolument intrinsèque. Peter Schenk, Theatrum Bellicum, Incipiens a Carolo Secundum Hispaniarum Rege, publié à Amsterdam en 1706, 9, etc. La bibliographie est immense. Je ne cite que les titres où il y a des petites variations. Par exemple, Nouveau théâtre de la guerre entre les Russes, les Turcs, les Polonais confédérés, dressé pour la partie de la Russie méridionale suivant l'Atlas russe, etc. C'est une longue distribution de villes, de fleuves, de montagnes. Paris, Longchamp, 1769. Encore, grand théâtre de la guerre sur les frontières de la France et de l'Allemagne, 1735. Comme on est dans un contexte plus philologique, théâtre complet et particularisé de la guerre du Nord ou carte géographique des batailles de la présente guerre, La Haye, 1711. Et enfin, pour donner un peu la richesse de ce vocabulaire, théâtre itinéraire de la guerre actuelle entre les Turcs d'une part, les Russes et l'impériaux d'autre part, publié donc à Paris, encore une fois, en 1788. Il y a aussi, quand on avance vers le temps moderne, des définitions qui montrent bien comment l'art de l'imprimerie
avance, les journaux dominent, et nous trouvons au milieu du XIXe siècle le théâtre de la guerre heure par heure. 1870, on voit bien pourquoi il est important d'être informé. Tout ceci a été très récemment étudié par une série de textes dont je ne citerai que deux, Teatri di guerra e azioni di pace, la drammaturgia et la scena del conflitto, publié en 2002 à Milan, et puis nous reviendrons pour ce qui est de Scaramouche. La guerre est donc un théâtre d'honneur, je cite, c'est une citation, comme nous le dit l'un des traités les plus riches du XVIIe siècle, c'est le traité de Marc de Vulson de la Colombière, et je vous lis entièrement le titre parce qu'à lui seul nous donne une réalité de cet échiquier entre la guerre, la paix et tout ce qui les met en liaison. Le vrai théâtre d'honneur et de chevalerie ou le miroir héroïque de la noblesse, contenant les combats, mais aussi les jeux sacrés des Grecs et des Romains, les triomphes, les tournois, les pas, les emprises ou entreprises, les armes, les combats à la barrière, les carrousels, les courses de bagues et de la quintaine, les machines, les chariots de triomphe, les cartels, les devises, les prix, les vœux, les cérémonies, les statuts, les ordres et les autres magnificences et exercices des anciens nobles durant la paix. On commence par la guerre et puis on termine par les exercices des anciens nobles durant la paix avec le formulaire, Michel Zin vient de l'évoquer, un formulaire d'un tournoi tel qu'on pourrait le faire à présent avec les armes dont les gentilshommes se servent à la guerre. Paris, Courbet, 1648. Ce traité nous montre le miroir héroïque de la noblesse, mais aussi les cérémonies, je viens de citer, les statuts, les exercices des anciens nobles durant la paix. La guerre et la paix ont le même théâtre de cérémonies et exercices, et, ajoutons, l'âme aussi, grâce aux exercices de Loyola, connaît un champ de bataille où il faut figurer, c'est le premier exercice de tout le traité, où il faut figurer l'armée du Christ avancée contre les rangs menaçants du prince du mal. Encore plus précisément, dans ce théâtre de guerre, il faut voir quel est le rôle maintenant de Scaramuccia, Scaramouche. Il y a les escarmouches de Scaramouche. En italien, on dit Scaramuccia pour les deux. Nous venons de voir que son épée est d'abord une guitare essentiellement. Et notre héros se campe volontiers devant une table bien fournie. Ces batailles nocturnes, comment penser ici à Tancredi et Clorinda, se déclarent contre les puces. Si nous lisons la vie de Scaramouche, rédigée par le sieur Angelo Costantini, comédien ordinaire du roi, c'est-à-dire de Louis XIV, dans sa troupe italienne, il y avait les deux troupes, sous le nom de Mézetin, vie de Scaramouche, publiée, qui a eu un très large succès, qui fut publié l'année suivante la disparition de ce comédien qui était né à Naples en 1608 et qui meurt à Paris en 1694. Eh bien, l'année suivante, 1695, cette vie de Costantini paraît à Paris, chez Claude Barbin, l'année suivante à Lyon, et en 1696 encore, une réimpression toujours chez Claude Barbin, et puis à Bruxelles en 1708. Donc ça fait vraiment une immense diffusion de cette vie qui est un vrai et magnifique traité, et nous le verrons, un texte de grande qualité littéraire. Nous retrouvons non seulement le Miles Gloriosus de la tradition de Rome et Glouton en titre,
je ne vous cite qu'un petit passage. Il est tellement gourmand que il commence, après un immense repas, à ronfler comme les plus gros tuyaux d'orgue. Hein. Et il est obligé de voler pour se rassasier. Et à la fin de ces repas, notre auteur nous dit, une autre citation opportune, que s'escrima si bien contre les plats qu'on connut bientôt que la gloire n'était pas le mets qu'il cherchait le plus. Donc l'escrime, c'est pour arriver le plus vite possible à la table. Mais cette fin rabelaisienne, pour ainsi dire, dont on voit tout de suite dans le premier chapitre l'importance, Scaramouche, son second fils, c'est comme vraiment si on commençait la lecture de Gargantua et Pantagruel, lui était beaucoup plus à la charge que Tarpaulin, son aîné, car, outre que tant à la mamelle, il épuisait chaque jour le sein de 2 nourrices et il devint si gros mangeur par la suite qu'on avait toutes les peines du monde à le rassasier. Mais au-delà de ça, ce recueil de topoi est important parce que nous trouvons la grande tradition, par exemple, des métamorphoses d'Apulée. Il y a tout un chapitre où il y a la chanson de l'âne et cet âne qui est amoureux chante et raggia, la chanson en italien, c'est-à-dire brai, à chaque moment, puis il va de l'asinella, donc la partie amoureuse, etc. Et le personnage s'intègre tellement à cet âne qu'il le devient. Mais avec cela, il y a déjà des anticipations, comment dirais-je, des grains qui nous porteront, par exemple, à Pinocchio, puisque l'un des chapitres a comme titre un titre qui sera à la lettre dans le Pinocchio de Collodi, et je suis à peu près sûr que Collodi a pu le lire parce qu'il y a beaucoup de réimpressions de cette vie de Scaramouche au XIXe siècle. Comment Scaramouche s'associa à une troupe de comédiens, c'est exactement ce que Pinocchio fait au commencement, quand il s'en va de Geppetto. Mais j'ajouterai, puisqu'on est dans la période et que le Quichotte commence à être connu en France, qu'il y a des passages extraordinaires, et je dirais que le portrait final, quel était le naturel de Scaramouche, nous porte directement au portrait même dépeint du Quichotte. Quant à la disposition du corps, Scaramouche, comme je l'ai dit, avait la vue basse, il était sourd de l'oreille gauche et avait une épaule entièrement desséchée. Sa taille était haute et fort droite, ce qui l'a conservé jusqu'à une extrême vieillesse, où il ne fut que très peu voûté. Et en plus, comme nous sommes dans la commedia dell'arte, ce personnage conserve tout ce qui était un peu l'argument ordinaire, les ruses ordinaires des passages d'une frontière à l'autre et d'un pays à l'autre de ces comédiens, puisqu'il y a des calembours, des jeux de mots, quand ils passent de Chambéry, c'est-à-dire ils sortent de Savoie, entrent dans le royaume de France, et il y a constamment des jeux de mots. Donc ils demandent au commis de la douane, Monsieur le maître bourreau, rendez-moi mes hardes, et il voulait dire maître du bureau, ou bien donnez-moi du poison au lieu de demander au restaurant du poisson, etc. Il y a des pages entières, et ça, on les connaît très bien. Mais je voudrais peut-être évoquer un élément plus important dans cette présentation de ce théâtre entre la guerre et la paix. C'est-à-dire qu'au-delà de cette biographie, les mots d'esprit qui sont réunis par Mesettin, par Costantini,
donnèrent lieu à plusieurs recueils, comme on l'a fait pour d'autres personnages du théâtre, de Scaramucciana, dont le XIXe siècle se charge de représenter la continuité. Par exemple, c'est ici à Paris, 1856, Trésor des Arléquinades, Bon mot et scène plaisante de Dominique et de ses camarades, suivi des aventures de Scaramouche et d'une notice intéressante sur le carnaval et le carême, et puis la série, comme s'il s'agissait d'aphorismes, de Arlequiniana, Carnavaliana, Scaramucciana, Caremiana, etc. Et nous trouvons encore Scaramucciana, recueil des ruses du fameux Scaramouche, suivi des aventures d'un flamand au grand magasin de Gaîté, 1809, ou encore, et ça c'est plus important, mais je n'ai pas le temps, hélas, de vous lire ce texte magnifique, encore, je dirais, en plein risorgimento, à la Scala même, Luigi Ricci, musicien, sur un libretto magnifique de Felice Romani, nous présente une aventure Avventura di Scaramuccio donnée le 8 mars 1834. J'ai ici le texte, je n'ai pas, comme je vous ai dit, le temps de vous lire, mais je me contentais des conclusions de Scaramouche, qui est là le patron d'un groupe de comédiens, et qui dit à la fin, et je retiens votre attention sur ce détail parce que ça va nous accompagner pour la partie finale de mon exposé, dit à la fin, quand on est trop sérieux, les choses vont tourner très mal. Et on le verra qu'il avait raison. Non seulement la musique, comme nous le venons, hélas, trop rapidement de l'évoquer avec Romani, mais la philosophie aussi, et ça sera le point de conclusion, la philosophie aussi, la plus sérieuse, avait pris Scaramouche, comme modèle de la méditation sur l'homme. Alors, évidemment, ça est un peu plus surprenant pour nous, mais vous reconnaîtrez tout de suite le style et la voix de ce grand philosophe. L'esprit de ce souverain juge du monde n'est pas si indépendant qu'il ne soit sujet à être troublé par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. Il ne faut pas le bruit d'un canon pour empêcher ses pensées. Il ne faut que le bruit d'une girouette ou d'une poulie. Ne vous étonnez pas s'il ne résonne pas bien à présent. Une mouche bourdonne à ses oreilles. C'est assez pour le rendre incapable de bons conseils. Si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité, chassez cet animal qui tient sa raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. Ah, le plaisant Dieu que voilà, ô ridicolosissimo héroe. Il s'agit bien de Blaise Pascal dans ses pensées. Les quelques commentateurs qui ont voulu concéder un peu d'attention à ce terme ridicolosissimo héroe, qui est, j'ajoute, la seule expression italienne complète des pensées de Pascal, attribuent cette citation à l'immense rayonnement que Scaramouche avait à la cour de Louis XIV. Les dates pourraient l'autoriser. Blaise Pascal meurt en 1662 et nous savons de la biographie de Scaramouche qu'il arrive à la cour de Louis XIV en 60. Donc il y aurait encore, mais précédé déjà d'une très grande renommée. J'ai vérifié, la formule peut être attribuée à Scaramouche, mais à mon sens, il y a d'autres sources italiennes juste un peu précédentes qui vont dans le même sens. Ce n'est pas ici le lieu pour révéler ce petit
ce petit secret, je le ferai au mois d'octobre, donc dans le contexte d'un colloque pascalien. Peu importe. Ce qui compte, c'est que l'édition, c'est ça le plus important, c'est que l'édition de Port-Royal, 1770, biffe de cette même pensée la partie finale, se référant donc au théâtre italien. L'édition de Port-Royal que je vous lis biffe complètement la phrase finale. Le plaisant Dieu que voilà, o ridicolosissimo eroe, ne figure pas, ne figure plus, et dans le chapitre 25, Faiblesse de l'homme, le magnifique développement rhétorique de Pascal se termine, je dirais, un peu en mode mineur. Si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité, chasser cet animal qui tient à la raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. C'est presque l'effet contraire à ce que Pascal souhaitait faire avec sa phrase, parce qu'on termine avec cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes, et ce n'est pas évidemment du vrai Pascal. Je dirais que cette censure, d'une certaine manière, a été le plus beau triomphe de Scaramouche. Quand les messieurs de Port-Royal se sentent inquiets face à une belle phrase de théâtre de Pascal. Et je crois que c'est le meilleur hommage à cette tradition de paix et de guerre qu'on pouvait donner, c'est vraiment cette censure de Port-Royal. Je crois que c'est vraiment le plus grand triomphe de Scaramouche. Nous pourrions donc conclure que ce qui sépare l'Ancien Régime des temps modernes, c'est que la guerre y était surtout comme art et théâtre. Marc Fumaroli vient de l'évoquer au commencement de notre colloque. Dès que, grâce à la Révolution et aux sans-culottes, la guerre devient surtout sacrifice, le temps des hécatombes commence et nous ne sommes pas encore au-delà de cela. En revanche, de Erasme à Montaigne, l'homme n'avait été que le badin de la farce. N'oublions jamais le passage final et magnifique du long essai 3.9 de Montaigne. Sauf toi, ô homme, disait ce Dieu, chaque chose s'étudie la première et selon son besoin, des limites à ses travaux et désirs. Il n'a une seule si vide et nécessiteuse que toi qui embrasse l'univers. Pascal s'en souviendra, la formule est à peu près la même. Tu es le scrutateur sans connaissance, le magistrat sans juridiction et après tout, le badin de la farce. Fin de l'essai de la vanité. En réalité, si nous prenons cette scène théâtrale qui est fondée, bien évidemment, par l'éloge de la folie d'Erasme, la première scène, la folie, monte sur scène et commence son autoportrait, son éloge, son monologue. C'est une scène théâtrale magnifique où la folie dit « Je ne suis pas la seule, chacun d'entre vous sera ici sur scène jusqu'à ce que coragus nos educat et procenio ». Donc voilà, je vous apprends comment sortir quand le moment sera venu. Mais surtout, quand nous prenons cette phrase si importante de Pascal, ce ridicolosissimo eroe, je crois que nous voyons très bien que ce qui partage en effet le temps des grands moralistes de ces temps modernes si malheureux, c'est que l'humanisme avait centré sur l'homme des termes de comparaison qui étaient autres que ceux que nous avons maintenant. Quels étaient les termes de comparaison pour l'homme que nous sommes? Eh bien, nous le trouvons déjà dans le badin de la farce, mais nous le trouvons dans la pensée qui suit chez Pascal. Donc il vient juste de dire que
le plaisant Dieu que voilà, o ridicolosissimo eroe, et puis il ajoute, puisqu'il vient de dire qu'une mouche bourdonne à ses oreilles et c'est assez pour le rendre incapable de bons conseils, il ajoute la puissance des mouches, elles gagnent des batailles, empêchent notre âme d'agir, mangent notre corps. Voilà, il suffit de changer de perspective, de revenir à la grande tradition paradoxale de la Renaissance et, pour ainsi dire, le champ de bataille devient très classique, c'est la bataille des mouches et de l'homme, et tout le reste ne nous appartient pas. Merci.